Bonjour et bienvenue à Plein Feu sur l'heure juste. Nous voulons maintenant vous amener ce matin dans une compréhension qui, jusqu'à date, est demeurée dans le mystère, celui du système bancaire. Vous avouerez avec moi qu'au cours des dernières décades, la technologie a augmenté d'une façon démesurée, que ce soit dans le domaine de l'astronomie, dans le domaine de la microbiotique, dans le domaine de la génétique. L'homme a atteint des stages de compréhension jamais atteints auparavant. Pourtant, il existe dans notre société une difficulté à comprendre comment les hommes qui maîtrisent si facilement des sciences qui hier leur échappaient ont encore une incapacité à comprendre la distribution des biens de notre société qu'on appelle l'argent, qui peut facilement se transformer en bien de consommation. La Bible nous parle que dès les débuts, dans Genèse 14, un homme du nom de Kedorlaomer avait soumis les peuples environnants, et cela dans le but de s'approprier de leurs biens. Il semble que c'est la nature humaine qui le veut ainsi, que l'homme ait toujours eu tendance à s'approprier des biens et des efforts de son voisin. Existe-t-il encore aujourd'hui, en 1998, des Kedorlaomer qui ont trouvé la façon de s'emparer des biens? Ce que nous voulons partager avec vous ce matin a pour but de vous montrer qu'effectivement, notre monde est encore soumis à des Kedorlaomer. Et nous voulons vous amener maintenant dans la compréhension, nous voulons vous offrir d'ouvrir votre esprit et de comprendre ce qui est déjà accompli afin que vous soyez vraiment réassurés que vraiment notre monde appartient à quelques hommes. La Bible nous dit dans Timothée 6, le verset 10, que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Nous verrons effectivement que les hommes qui ont créé des structures qu'on appelle la finance internationale sont vraiment loin de la foi. Et nous verrons comment ces hommes ont réussi par des trucs, par de la fraude, et comment ils ont réussi par des moyens bien cachés à s'emparer des biens de l'humanité. Il faut d'abord savoir que les hommes ont toujours voulu échanger leurs biens par des modes quelconques. Il fut une époque où on s'échangeait des biens par des coquillages. À une autre époque, ce fut du tabac. Mais le moyen le plus pratique qui a toujours existé, ce fut bien sûr le troc, c'est-à-dire échanger des services contre d'autres services sans l'utilisation de différents moyens ou de différents médiums que sont, par exemple, ces coquillages ou ce tabac. Durant la guerre 39-45, par exemple, en Allemagne, on s'échangeait, après que l'argent eut perdu beaucoup de valeur, on s'échangeait des cigarettes comme valeur. En fait, l'argent a la valeur qu'on veut bien lui donner. Mais au cours des siècles, les hommes se sont rendus compte qu'il fallait une mesure commune. Et c'est de cette mesure commune, de ce besoin de cette mesure commune, que naîtra l'argent que nous connaissons aujourd'hui, qui n'est qu'une unité de représentation d'efforts ou de travail donné. Ce qui n'est pas injuste en soi. Là où le tout devient injuste, c'est de la façon de s'approprier de ces unités d'efforts que nous verrons ensemble. Le travail et les efforts leurs fruits ont toujours été un droit et un besoin de l'homme relativement à la volonté, à l'imagination et au désir de chacun. Certains hommes, par exemple, ont davantage de volonté à travailler que d'autres. La Bible nous dit que si vous ne travaillez pas, vous ne devriez pas manger. Elle n'est pas en train de nous dire que si vous êtes sur le chômage, vous ne devriez pas manger. Elle est en train de nous dire que chaque homme devrait faire des efforts.
Dans notre société devenue complexe, où les hommes n'ont plus de tous du travail parce que la technologie a remplacé les bras, il faudra instituer un moyen où l'économie, où la distribution des argents, où la distribution de la richesse nationale ou internationale pourra être placée dans le contexte des besoins de tous les hommes plutôt qu'appartenir à de mêmes hommes. La grande majorité des pays du monde sont endettés. Vous êtes-vous déjà posé la question, comment il est possible que tous les pays soient endettés? Pourtant, la plupart de ces pays produisent assez de biens pour la vie des habitants de ce pays, des citoyens de ce pays. Qui donc possède des fortunes colossales? Qui donc est le grand créditeur de tous ces pays qui sont en dette? Nous aurons l'occasion de voir comment les États-Unis d'Amérique, considérés comme un des pays les plus riches de notre planète, est endetté par-dessus la capacité de payer de ses citoyens. On dit que chaque citoyen américain, lorsqu'il arrive dans ce monde, est en dette d'environ 80 000 $. Cela est-il naturel? Cela est-il raisonnable à un moment où nous avons à la portée de la main non seulement la richesse de notre planète, mais la technologie pour exploiter cette richesse? Ce qui nous manque donc, nous le verrons, c'est le mode de distribution. Nos gouvernements essaient bien sûr de nous faire croire que tout va bien, qu'ils sont en contrôle de l'économie et que par l'intermédiaire de certaines ficelles, de certaines manettes qu'ils peuvent manipuler en montant les taux d'intérêt, en les baissant, en montant des impôts ou en les baissant, qu'ils pourront contrôler ainsi l'économie. Pourtant, il y a une génération à peine, la génération de nos pères, une automobile coûtait, ici en Amérique du Nord, environ 2 000 $. Cette même automobile, une génération plus tard, en coûte de 5 à 10 fois davantage. Une automobile de 20 000 $ est une automobile de prix régulier en Amérique du Nord et beaucoup davantage. Qu'est-il arrivé pour que le coût de la vie monte avec une telle croissance que nous ayons à peine, malgré la technologie dont nous parlons, cette capacité de distribuer ces biens d'une façon équitable? Je vais vous inviter à écouter avec moi la déclaration d'économistes américains sur la situation actuelle de notre économie internationale, spécialement l'économie américaine, qui est un bon barème pour l'économie internationale. Je vais vous faire rencontrer M. Larry Bates. Larry Bates was a bank president for 11 years. As a member of the Tennessee House of Representatives, he chaired the Committee on Banking and Commerce. He's also a former professor of economics and the author of the best-selling book, The New Economic Disorder. I can tell you right now that there is going to be a crash of unprecedented proportions. A crash like we have never seen before in this country. The greatest shock of this decade is that more people are about to lose more money than at any time before in our history. But the second greatest shock will be the incredible amount of money just a relatively small group of people will make at exactly the same time. You see, in periods of economic upheaval, in economic crisis, wealth is not destroyed. It is merely transferred. Interrogé alors sur les influences ou les conséquences du pouvoir de la Banque fédérale de réserve sur nos vies, l'économiste Larry Bates n'hésite pas à dire The Federal Reserve really, even though it is not part of the federal government, it is more powerful than the federal government. It's more powerful than the president, the Congress, and the courts. Now, a lot of people challenge me on that, but let me prove my case. The Federal Reserve determines what the average person's car payment is going to be, what their house payment is going to be, and whether they have a job or not. And I submit to you that that's total control. And
The Federal Reserve is the largest single creditor of the United States government. What does Proverbs tell us? The borrower is servant to the lender. Un autre personnage important dans le domaine de l'économie américaine est un ex-banquier, candidat présidentiel. Charles Collins est avocat. Il a été propriétaire de banque et a servi en tant que directeur. Right now, it's perpetuated by the Federal Reserve, making us borrow the money and from them at interest to pay the interest that's already accumulated. So we cannot get out of debt the way we're going now. Un troisième économiste, M. Henry Paquette, ou en français on dirait Henri Paquet, est un raffiné instructeur en économie. Il est d'accord que la fin de l'économie américaine est très proche. Il répondra à une question bien spécifique. Not when you're adding, roughly round terms, $1 billion a day. We just can't go on. We had less than $1 trillion of national debt in 1980. Now it's approximately $5 trillion, 5 times greater in 15 years. It doesn't take a genius to realize that this just can't go on forever. Interrogé sur les propriétaires de la Banque fédérale de réserve, il répondra sans hésiter. That's exactly correct. The Fed is a privately owned for-profit corporation, which again has no reserves, at least no reserves available to back up the Federal Reserve notes, which is our common currency. De nos jours, si vous demandez à un enfant de 5 ans d'où viennent les bébés, ils vous répondront avec de l'exactitude. Les hommes de science ont résolu des problèmes qui hier nous étaient complètement fermés à la compréhension. Mais vous pouvez encore interroger aujourd'hui des hommes instruits, vous pouvez interroger des banquiers, des économistes, et vous leur demandez d'où vient l'argent, et pourtant on ne le sait toujours pas. Y a-t-il un mystère qui est insolvable, quelque chose qui soit gardé mystérieux? Interrogé à ce point sur la provenance de l'argent, lors d'un séminaire, le journal de Wall Street du 29 août 1975 déclarait « Les hommes et les femmes impliqués dans l'exercice de surveillance du ravitaillement de l'argent ne sont pas complètement certains de ce qu'est le ravitaillement de l'argent. » Et le 24 septembre 1971, le même journal disait « Un séminaire d'éminents économistes en faveur du Fonds monétaire international ne peuvent se mettre d'accord sur ce qu'est l'argent, non plus sur la façon dont les banques créent cette dernière. » Puisque nous sommes sur la provenance de l'argent, parlons d'abord des types d'argent qui existent dans notre société. Le premier argent qui apparut dans notre société fut l'argent qu'on appelle marchandise. La marchandise n'est pas autre chose qu'un échange d'aliments contre, par exemple, un autre aliment. On se servait à ce moment-là de certains animaux, par exemple, qui étaient tout à fait nécessaires au fonctionnement de la société. La vache, par exemple, dont les origines latines viennent du mot pecunia, et d'où l'expression le plan pécunier, puisqu'on se servait de ce mode comme prototype d'échange. Un deuxième argent est celle que nous appelons l'argent de reçu. Il faut se souvenir qu'à une époque où l'argent de papier n'était pas vraiment encore créé, les gens qui accumulaient des richesses sous forme d'argent métallique, d'or ou d'argent, les conservaient dans des voûtes. Et celui qui conservait ces voûtes leur remettait un papier qui était un reçu, qui était la signification qu'il possédait effectivement une richesse gardée dans des voûtes quelque part. C'était de l'argent de reçu que nous possédons encore aujourd'hui. Il y a également l'argent la plus particulière, la plus populaire, dis-je, qu'on appelle de l'argent fiat. L'argent fiat, c'est de l'argent de papier
ayant cours légal et sujet bien sûr à la dépréciation. Et nous expliquerons en cours de route comment de l'argent peut se déprécier ou s'apprécier. Il y a quatrièmement l'argent courant ou si vous aimez mieux l'argent sonnant ou l'argent métallique qui a en lui-même son équivalent ou son poids d'art. Une pièce d'art, par exemple, vaut exactement ce que son poids d'art donne sur la valeur courante de l'art du moment où elle est échangée. Cet argent, bien sûr, a encore cours normal dans notre société, mais elle ne pouvait durer uniquement sous cette forme puisque nous aurions dû nous promener avec des brouettes ou avec des chars remplis de métal, argent, pour faire des échanges. Et puis, il y a cinquièmement cet argent que nous vous expliquerons plus loin, qui est l'argent par excellence, à l'origine du cancer de notre société, que nous appelons l'argent fractionnel et qui n'appartient pas à vous et à moi, mais qui appartient à un groupe d'individus élitistes, un groupe de personnes qui se sont donné le droit de multiplier indéfiniment, ce que vous et moi respectons avec beaucoup de grâce et avec beaucoup de légalisme. L'argent maintenant, que devrait-il être? Eh bien, l'argent devrait être l'extension de notre richesse nationale sous forme de crédit. Dans un livre d'ailleurs dont nous aurons l'occasion de vous parler, nous vous démontrerons maintenant ce qu'on en dit de ce crédit. Dans ce livre qui s'appelle Banking and Commerce, nous trouvons cette définition, le compte du crédit national. Ce pouvoir, il est affirmé, devrait être dans les mains de l'autorité du crédit national. L'argent devrait être la capacité d'échange de nos efforts contre d'autres services ou d'autres biens. Finalement, l'argent est tout médium d'échange utilisable dans les affaires quotidiennes dans le but de régler des dettes ou des contrats. L'argent a strictement la valeur que, par convention, nous voulons bien lui donner. L'argent, maintenant, s'il devrait être créé par le pays, pour les pays, ne fait pas le compte quand il s'agit de comprendre et de vérifier ses sources et sa création. Nous voulons vous démontrer au cours de ce document, au cours de ce documentaire, de ce vidéo, que l'argent est créé par les banques et que ces banques sont privées et que ces banques créent cet argent à partir de rien. Dans ce document, dans ce fameux livre qu'on appelle Banking and Commerce, qui fut le fruit d'un travail de 1939 sous la demande d'un comité du Canada, dans un interrogatoire avec le gouverneur de la Banque du Canada, d'un certain nombre de personnages qui étaient nommés sur ce comité interrogeront le gouverneur de la Banque du Canada qui nous donnera des réponses des plus révélatrices que nous vous invitons à écouter attentivement parce que chacune de ces réponses sera un équivalent de la vérité que nous cherchons pour comprendre pourquoi en 1998, comme en 1898 ou comme en 1798, les hommes ont été soumis à tant de fléaux, à tant de guerres au nom de l'argent. Comment l'argent a-t-il pu devenir ainsi une source de guerre alors qu'elle peut devenir au contraire un merveilleux échange de nos biens et de nos services? L'argent est créé par les banques à partir de rien. Interrogé à ce sujet, le gouverneur de la Banque du Canada, M. Tower, répond à M. McGeer, qui est un jeune avocat de Toronto, qui lui pose la question suivante. Notre monnaie courante est émise par les banques sous le pouvoir que la loi bancaire leur donne. Mais l'autre forme d'argent, dit-il, c'est-à-dire l'argent en dépôt bancaire,
est émise par les banques. Je parle de ce pouvoir d'émettre cette forme d'argent. C'est un privilège des banques à charte. Et M. Towers de répondre, c'est ce qu'a été le système bancaire depuis des siècles. Et il répondra par un sec oui. M. McGeer de le réinterroger, il dira bien, c'est un privilège des banques à charte. Et M. Towers de répondre oui. M. McGeer nous dit, au fait, nous avons financé les coûts de la guerre de cette façon. M. Landrieu, qui accompagne M. McGeer, dira, par de l'argent de plume? M. Towers répondra, oui. M. McGeer reposera encore la question en disant, comme résultat de financer la guerre en déposant des bons à intérêt du gouvernement, le coût en intérêt sur les argents utilisés pour financer la guerre totalise maintenant davantage que le volume total des argents utilisés pour payer le coût de la guerre. M. Towers donnera une réponse très intelligente. Il dira oui, les intérêts sont supérieurs à l'argent qui a été initialement utilisé pour faire la guerre. Il répondra oui. Et là, il donnera la raison. Il dira l'alternative aurait été d'obtenir plus d'eux, c'est-à-dire du peuple à ce moment-là, par taxation. Leur seule solution demeure toujours la taxation. Ce que nous venons de voir ici, c'est que M. Towers répond effectivement que les banques créent de l'argent par la plume, par un trait de crayon. On peut créer de l'argent à partir de rien. Et nous verrons comment tout cela constitue une incroyable fraude qui a été négligée si elle n'a pas été ignorée par les économistes et par les gouvernements de ce monde. Comment peut-on, à partir d'une entreprise privée, créer de l'argent à partir de rien si cet argent a l'équivalent des biens d'une nation? Il faut que vous nous rendions compte que lorsque vous déposez vos argents dans une banque, eh bien que lorsque les gouvernements ou que la banque fait des prêts, vous ne verrez pas vos dépôts et vos comptes de banque baisser. Cela est la preuve que les argents ne sont pas pris dans vos comptes de banque. L'argent que prêtent les banques ne vient pas ou ne provient pas des argents que vous y avez déposés. Si vous interrogez l'homme de la rue sur la provenance des intérêts ou sur la normalité des intérêts, peut-être même si vous vous interrogez vous-même sur le bien fondé des intérêts, vous probablement répondrez que les intérêts sont nécessaires. En somme, les intérêts seraient là pour de la location sur un capital que nous aurions emprunté quelque part dans une banque ou dans une autre institution financière. Ce que nous voulons vous démontrer maintenant, c'est ce fameux phénomène qui nous est demeuré caché, sur lequel il semble que les hommes intelligents n'ont pas vraiment réfléchi et qui soit une des grandes causes du cancer des problèmes économiques de notre société moderne. Nous voulons vous démontrer que les intérêts sont illogiques et anti-mathématiques. Et pour cela, je vais vous inviter avec moi à m'accompagner lors d'une petite vacance que nous prendrions ensemble dans une des îles du Pacifique. Je vais vous amener avec moi en avion quelque part dans une île pour aller vous reposer d'une vacance où vous avez œuvré trop longtemps, hélas, avec les fameux problèmes économiques de cette société. En cours de route vers cette île ou idylle que vous allez prendre en vacances, l'avion a eu des ratés et a dû amérir. Et puis, vous vous êtes
rendu compte que l'avion a coulé et que vous êtes environ 5 personnes qui avaient survécu à cet amérissage forcé. Sur un radeau de fortune de quelques débris qui sont restés à la surface, vous voilà avec 5 autres personnes et vous dérivez selon les bons désirs du vent. Et puis vint la nuit et le jour revint et au bon matin, l'un d'entre vous s'écria « Terre ». Il y avait quelque part en face de vous une île qui était là, qui vous attendait très convenablement, comme vous pouviez l'imaginer, un endroit où vous pourriez poser votre pied. Rendu sur la plage, rendu sur terre, vous faites la connaissance et puis vous prenez bien conscience que la situation est sans espoir de retour. Alors vous vous débrouillez finalement pour recommencer ce que vous avez appris dans votre civilisation. Nous allons imaginer que ces 5 personnes sont des personnages avec des métiers, des professions qui sont différentes les uns des autres et qui vous permettront une survie précaire, mais une survie à laquelle chacun de vous s'appliquerait à trouver des solutions. Sur cette petite île se retrouvent donc 5 personnages qui viennent d'échapper au naufrage de tous les autres qui sont à bord de cet avion. Nous trouvons donc Armand, qui est un agriculteur. Nous trouvons par la suite Benoît, qui est un boulanger, et Claude, qui est couturier et qui a des notions de comptable. Et finalement, non pas dans le dernier sort, mais il y a encore Dominique. Dominique est un défricheur. Et puis, il y a dernièrement Émile. Émile est un explorateur minier. Alors, Armand, Benoît, Claude, Dominique et Émile s'aventurent dans une vie à 5 où chacun utilisera ses talents pour la survie des autres. Au cours des mois et des années qui ont passé, eh bien, ils se sont échangés le fruit de leur travail. Il est évident que le travail de l'un n'est pas le travail de l'autre et qu'il y a parmi ces travailleurs celui de Dominique, par exemple, qui est défricheur. Lorsque vient l'hiver, Dominique ne défriche pas. Et alors qu'il est sans travail et que d'autres travaillent à l'année longue, les échanges se font avec une certaine injustice. La solution dans ce troc n'est pas vraiment juste et on est toujours à la recherche de solutions valables, équitables. Et puis, un bon jour, l'un d'entre eux dit aux autres « Regardez à l'horizon, quelqu'un vient vers nous ». Et effectivement, une embarcation vient vers l'île. Et lorsque cette embarcation est arrivée, on se rend compte qui habite à l'intérieur un homme, un seul personnage qui est accueilli. On lui donne une maison qu'on a fabriquée. On lui donne également des aliments, on l'habille. Claude le couturier lui a fait un habit. Et puis finalement, on le rend au courant, on lui fait part de tout ce qui nous est arrivé et de nos problèmes. Et on veut bien sûr l'intégrer dans notre petite société. La raison pour laquelle je vous fais cette petite démonstration, c'est la suivante. Lorsqu'on étudie la physiologie, il est normal de sortir une cellule de ce grand corps et de l'étudier. Et lorsqu'on comprend le fonctionnement d'une cellule, il nous est beaucoup plus facile de comprendre le fonctionnement de ce grand corps, comment il fonctionne dans son ensemble. De la même façon, il est difficile de comprendre le système économique et ses vices si nous ne prenons pas une unité de personnages, que nous les amenons ensemble dans une isolation, une île quelconque qu'on a imaginée, et puis qu'on les fait recommencer un système économique afin de mieux analyser avec circonspection les vertus et les vices de ce système. Nous retournons sur notre île
Et puis ce nouveau personnage, ce sixième personnage, leur apprend qu'il a, lui, des solutions à leurs problèmes. Et la solution, c'est que, leur dit-il, vous ne pouvez pas mieux tomber. Je suis un banquier et j'ai des solutions à vos problèmes. Alors, tout le monde est heureux, ils se disent, nous allons maintenant avoir une vie sociale beaucoup plus équitable. Alors, ce fameux banquier leur dit, demain matin, venez à la maison que vous m'avez donnée et je résolverai vos problèmes. Je résoudrai ces problèmes que vous me parlez et vous verrez comment la vie deviendra facile. Ce banquier s'appelle Monsieur Usure, Monsieur Usuraire. Et le lendemain matin, nos copains se dirigent à l'heure convenue, à 10 heures du matin, le chiffre de l'épreuve, le chiffre du test, et ils se retrouvent chez le banquier qui leur dit « Cette nuit, j'ai fabriqué de l'argent. Je vous ai empilé chacun une somme de 1000 $. Alors, nos copains sont bien heureux, ils ont chacun une somme de 1000 $. Mais le banquier leur dit, cet argent m'appartient, je vous la loue, et je vous la loue à 10% d'intérêt. Comme nos naufragés sont habitués à payer des intérêts, ils trouvent que finalement cette solution s'avère convenable pour eux. Ils décident d'accepter cet argent et cet intérêt à 10%. Ils s'en vont œuvrer toute l'année, ils se côtoient et ils s'échangent des argents après qu'ils eurent ensemble décidé par convention quel serait le coût de leurs efforts, de leur travail, selon un barème donné. Alors, Armand, Benoît, Claude, Dominique et Émile ont décidé que les dollars qu'ils s'échangeraient vaudraient, les heures qu'ils s'échangeraient vaudraient 10 $ de l'heure. Et pendant toute l'année, ils ont de cette façon échangé leurs efforts et leurs services, et cela leur a apporté une vie plus équitable et plus facile. Au bout de l'année, à la même heure, ils se retrouvent chez le banquier pour remettre les argents que celui-ci leur a prêtés. Et lorsqu'ils se présentent chez les banquiers, chacun d'eux fait le compte et ils remettent au banquier la somme totale. Ils ont fait des échanges, l'un d'eux avait 800 $, l'autre en avait 1200, un autre en avait plus, un autre en avait moins, mais la somme totale des argents que le banquier avait prêtés est égale à 5000 $. Ils déposent les argents et ils s'apprêtent à retourner à leurs travaux quotidiens. Le banquier leur dit « Revenez ici, ce n'est pas tout. Je vous ai prêté cet argent à 10% d'intérêt. Vous me devez donc chacun 100 $, puisque 10% de 1000 $ est égal à 100 $. Alors, nos naufragés se regardent et ils se disent, ils se consultent, ils se disent « Mais je n'ai eu que 1000 $. Claude regarde les autres, dit « Effectivement, je n'ai eu que 1000 $. Et lorsque chacun d'eux se sont consultés, ils disent au banquier, nous n'avons eu que 5000 $, qui est la somme totale des argents qui nous ont été prêtés. Comment pouvons-nous vous remettre le 1000 $ et 100 $ supplémentaires en intérêt, puisque les 500 $ additionnels, c'est-à-dire les 10% de 5000 $, n'ont pas été créés. » Et c'est là l'énigme. Comment dans notre société peut-on remettre des intérêts sur un capital qui a été créé alors que les intérêts ne l'ont pas été? Et voilà qu'ils expliqueront aux banquiers ce phénomène et il leur dira « N'ayez crainte, j'ai une solution pour vous. Voici ce que vous allez faire. Je vais vous remettre encore 1000 $ cette année, mais je vais garder les intérêts que vous ne pouvez me remettre. Je vais vous remettre 900 $.
mais je vais également prendre immédiatement les intérêts pour l'année qui vient. Donc, je vais vous remettre je vais vous garder 90 $ supplémentaires. Ou si vous aimez mieux, pour faire des chiffres qui ne soient pas difficiles, je vais garder un autre 100 $ sur le 1000 $. Ce qui fait que le banquier remet à nos copains que la somme de 800 $. Ne comprenant pas trop, croyant qu'il y avait de l'équité dans cette stratégie, dans cette fraude habilement conçue, nos copains retournent au travail et s'échangent leurs 800 $. Et l'année après, on revient et le banquier veut le reprêter encore le 1000 $ ayant davantage repris ses intérêts. Il ne reste que 700 $. Et puis, ils retournent au travail et leur capital diminue de plus en plus et les intérêts s'accumulent. Durant l'hiver, Claude, qui a des notions en comptabilité, réunit tout ce monde et leur dit ceci. Il leur dit, j'ai calculé, j'ai pensé à tout cela et j'en suis arrivé à la conclusion que les intérêts, l'argent des intérêts n'a pas été créé. Nous n'avons eu qu'un capital de départ et que le banquier, pour compenser pour ce manque, nous a demandé de lui donner 10% du travail de nos bras et de nos efforts durant l'année. Puisque les intérêts n'ont jamais été créés, Claude fait comprendre à ses copains que dans 10 ans, à 10% sur un capital de 1000 $, le banquier aura placé dans ses poches, à lui seul, tout l'argent du capital initial. Et de plus, il aura hypothéqué leur ferme, la boutique de couture de Claude, les mines que Émile est en train d'explorer. Il se sera emparé à la fois du capital qui avait été créé au départ à partir de rien et finalement il se sera également emparé de leurs biens et de leurs fermes. Cette petite histoire est l'histoire de notre société avec son système bancaire. Ce que nous avons l'intention de vous démontrer maintenant, c'est que cette petite histoire n'a rien d'une fable. Cette petite histoire est la globale, la totale et l'absolue vérité sur le comportement de notre système bancaire, institué avec beaucoup de respect par nos gouvernements et avec beaucoup de respect pour nous, les individus, qui travaillons et qui œuvrons et qui devons remettre des argents sur un capital, des argents qui n'ont pas été créés et qui avons, par l'accumulation des intérêts qui ne sont pas remboursables, accumulé des dettes qui serviront bientôt de chantage pour s'emparer des biens des nations. Les intérêts sur l'argent sont donc anti-mathématiques, elles sont illogiques et elles sont un moyen subtil d'asservir les peuples et de s'emparer de tous leurs biens. Les intérêts sont des abstractions qui ont pour levier le temps. Puisque la production est le résultat des choses naturelles et l'effort du travail des bras et du cerveau des hommes, les intérêts ne sont que le fruit du passage du temps qui appartient à l'homme et finalement à un capital de départ. Nous verrons que le capital de départ est nécessaire, mais que ce capital de départ doit appartenir au peuple, il doit appartenir au gouvernement, il ne doit pas appartenir à des entreprises privées, parce que nous verrons que ce capital de départ s'exprime dans un terme, dans un argot bien particulier, par la monétisation des biens qui appartiennent aux citoyens, qui appartiennent au peuple, et non à des entreprises privées. Elles sont une taxe entièrement déguisée sur le droit de vivre de chacun au profit du prêteur. Il est un terme bien particulier que je voudrais que vous vous souveniez.
Les intérêts sont des productions sur le passage du temps qui nous appartient. C'est une façon de payer pour notre vie. Pour avoir le droit de vivre, nous devons payer sous forme d'intérêt. Même si vous n'auriez pas emprunté, vous, à la banque, nos gouvernements ont emprunté, eux, aux banques, et exigent de nous que nous remettions les intérêts que les banques ont créés à partir de rien. L'historique du système bancaire pourrait également s'appeler l'historique de la grande conspiration d'une oligarchie contre l'humanité dans le but d'asservir la planète sous la juridiction d'une poignée d'hommes en ramenant les hommes à l'état de serfs de l'âge féodal. Nous pourrions retracer cette conspiration jusqu'au temps des Romains. Mais pour des fins pratiques, commençons plus près de nous avec une famille connue sous le nom de Boer. Orfèvre de métier meilleur, Moïse Boer frappait l'or et l'argent. Il eut un fils du nom de Meyer Emschel qui vécut de 1743 à 1812, qui changea le nom de Boer en Rothschild. Rothschild est le nom allemand pour bouclier rouge. On dit que Moïse Meyer, le père, avait dans sa maison un bouclier rouge et on l'appelait souvent l'homme au bouclier rouge. En anglais, on dirait a red shield, mais Rothschild est le mot et la traduction exacte du mot bouclier rouge tel qu'il s'appelait à cette époque. Il eut 5 fils, on parle toujours de Emschel. Il eut 5 fils qui apprirent bien la leçon du père et qu'il installa à Paris, à Naples, à Francfort, à Londres et à Vienne. Ils devinrent incroyablement riches par la pratique des réserves bancaires fractionnelles que nous expliquerons un peu plus tard dans ce document. Il est dit qu'en 1850, la famille des Rothschild était plus riche que tous les rois d'Europe réunis. Ils apprirent très vite que la guerre était le facteur par excellence pour accumuler des richesses colossales. Il fallait donc créer des guerres. Une profonde investigation nous démontrera qu'ils planifièrent la Révolution française de 1789, la guerre civile de 1861 à 65, la Révolution bolchevique de 1917. Ils instaurèrent
par l'intermédiaire d'agents spéciaux qu'on appelle des agentures, la Première Guerre mondiale par la mise à mort à l'époque de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche et bien sûr son épouse Sophie. Ils déclenchèrent également la Deuxième Guerre mondiale en payant un homme du nom d'Adolf Hitler. Et ils ont aussi préparé pour très prochainement une Troisième Guerre mondiale. Pourquoi les guerres? Eh bien, la guerre est payante parce que les pays empruntent à leurs banquiers. Il faut emprunter pour créer des armes, il faut emprunter pour créer des habillements pour les soldats, l'entraînement, le logement. Il n'y a rien dans une nation d'aussi dispendieux, d'aussi cher que les guerres. La clé de leur succès est de manipuler et de contrôler le système monétaire d'une nation. Si nous retournons quelques pas en arrière, nous allons vers 1690 et nous rencontrons avec un homme du nom de William III d'Angleterre. William III avait, pendant plusieurs années passées, combattu avec la France et l'Angleterre s'était, pour ainsi dire, ruinée. Mais William III n'était pas un génie financier et de plus, il avait été placé à cet endroit pour répondre à une stratégie bien préparée par des hommes qui connaissaient le truc de l'argent fractionnel. Et William III remit l'entreprise de la monétisation ou l'entreprise financière de l'Angleterre qui était presque en faillite à des hommes privés, entre autres à William Paterson. William Paterson prit donc les finances de l'Angleterre en 1694. Et une fois qu'il eut pris les finances du pays, il appliqua le système d'effraction bancaire. Et il dira un peu plus tard dans une réunion familiale entre amis complices, il dira « La banque bénéficie des intérêts sur tous les argents créés par nous à partir de rien. » 200 ans plus tard, Reginald McKenna, chancelier britannique, déclare ceci. « Les banques, dit-il, peuvent et créent l'argent. Et celui qui contrôle le crédit d'une nation dirige aussi les politiques des gouvernements et tient dans le creux de ses mains la destinée des peuples. » L'histoire du système bancaire américain est l'histoire de la prise de possession par le même système bancaire de tous les pays du monde. C'est la même histoire qui se répète. La guerre de 1812, par exemple, fut entièrement une guerre d'argent. Andrew Jackson, héros de cette guerre, devint président des États-Unis en 1829. Il fut élu en promettant au peuple qu'il se débarrasserait des banquiers qu'il traitait à l'époque de bandes de serpents. En 1833, il ordonna de payer la dette et en 1836, les États-Unis étaient libérés de toute dette empruntée aux banquiers. L'année qui suivit, par effet de hasard, des troupes mexicaines attaquent Fort Alamo sous la direction du général Santa Anna. Ils avaient reçu pour ordre de pousser leur conquête
vers le nord, près du Canada, vers ce qu'on appelait la ligne Mason-Dixon ou Mason-Dixon et jusqu'à la côte Est. Il voulait, pour ainsi dire, s'emparer des États-Unis qui étaient là pour le faire passer au Mexique où les banques mexicaines étaient sous la juridiction des banquiers internationaux. La guerre civile fut également une guerre d'argent. La Banque de Londres finançait les armées nordiques, alors que la Banque de Paris finançait les sudistes. Ce qu'il faut se souvenir et ce qu'il faut garder, c'est que ces deux banques portaient des noms entièrement différents, mais ces deux banques appartenaient toutes les deux à la famille Rothschild. Abraham Lincoln, lorsqu'il fut placé au courant de cette stratégie, entra en colère et il refusa d'emprunter plus d'argent et il imprima plutôt ses United States Notes. Les banquiers qui voyaient dans cette initiative d'Abraham Lincoln une incroyable menace à leur système le firent assassiner le vendredi saint 1865 dans une loge au théâtre par un homme du nom de John Booth. On tenta également d'assassiner Andrew Jackson. Les années qui suivirent connurent des luttes continues accompagnées de dépressions, par exemple en 1884, et une panique en 1893, et une autre panique en 1907, et tout cela dans le but de préparer quelque chose qui allait devenir très fort. Laissez-moi vous rappeler que John Booth, qui assassina Abraham Lincoln, finit ses jours dans l'opulence, dans une ville appelée Londres. Ces dépressions furent coordonnées par les banquiers internationaux pour infirmer la nation et l'amener à leurs pieds en se débarrassant des banques légales, des banques à profit minimum. Il leur fallait donc, avec les dépressions qui avaient précédé, préparer un coup final. Et ce coup devait être un coup d'envergure. Il devait être synonyme, il devait être semblable, analogique et en parallèle avec un coup qui avait au préalable été préparé pour l'Europe. L'Europe qui, dès le départ, dès l'heure, dès ces moments, était sous le contrôle financier des banquiers internationaux. Il leur fallait s'emparer de l'Amérique, qui elle était un pays indépendant, un pays qui s'était séparé de l'Angleterre pour les raisons que nous expliquons. Mais il fallait se réapproprier l'Amérique. Il leur fallait donc pour cela préparer un coup qui s'appellera la Banque fédérale de réserve. La Banque fédérale de réserve, l'institution la plus respectée, bien sûr aux États-Unis et également dans le monde entier, est le résultat d'un complot, d'une fraude totale. Nous vous invitons à vraiment prendre conscience et à entendre avec beaucoup de précision ce que nous voulons vous exposer maintenant. Un jour, en 1910, au mois de novembre, un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de personnages impliqués dans les banques et dans la politique se réunissent sur une île au nord de la Géorgie, une île qui s'appelle Jekyll. Et ces acteurs sont les suivants. Il s'agit de M. Nelson Aldrich, qui est le beau-frère de John D. Rockefeller. Il y avait un autre homme du nom de Abraham Andrew. Abraham Andrew était assistant secrétaire du Trésor des États-Unis. Il y avait M. Frank Vanderlip, président de la National City Bank de New York. Il y avait également M. Henry Davison, il était le partenaire de J.P. Morgan. Il y avait également Charles Norton, président de la première banque nationale de New York. Il y avait également Benjamin Strong de la J.P. Morgan Bankers Trust Company.
et finalement M. Paul Warburg, partenaire de Kuhn & Loeb et compagnie et représentant de la dynastie Rothschild de France. La Banque fédérale de réserve est un cartel. Un cartel, c'est un ensemble d'hommes d'affaires qui s'entendent pour se soustraire de la compétition. L'acte bancaire fut conçu dans le plus grand secret sur une île près des côtes de la Géorgie, appelée Jekyll Island. L'un de ses fondateurs, Frank Vanderlip, président de la Kuhn & Loeb National City Bank de New York, écrira beaucoup plus tard, vers la fin de l'année 1910, alors que j'étais encore réservé et furtif comme tout conspirateur. Il y eut une opportunité que je crois qualifiable d'expédition secrète à Jekyll Island. C'est sur cette île que fut conçue ce qui s'appellera la Banque fédérale de réserve. Elle fut conçue selon les principes de Karl Marx et son nom était pour tromper le public américain sur l'identité de ses propriétaires. Elle fut conçue par des banquiers. Elle appartenait et appartient encore à des banques privées. La Banque fédérale de réserve est privée et anticonstitutionnelle. Si le public américain croit encore que la Banque fédérale de réserve est propriété des États-Unis, est propriété de leur gouvernement, eh bien cela est par ignorance ou indifférence, car plusieurs personnages depuis ont dévoilé sa vraie nature, ses origines, ses intentions.